Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier opus des interviews Synotis. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin deux directeurs de d'Enodo. Rénal Deboucher qui est donc en charge des alliances et des channels. Donc, il s'occupe de toute la partie partenariat stratégique côté IMIA. Vincent, qui est en charge des produits, également sur le territoire IMIA. Alors, bienvenue à cette première séance d'interview. On a voulu un format un peu disruptif et surtout interactif. Donc, j'ai mis une veste comme un présentateur pour être quelque part un peu le journaliste. Je m'improvise journaliste ce matin. Et je vous incite à faire de même, puisque vous avez à disposition tout un espace pour poser des questions. Et on veut que cette séance soit très interactive. Donc n'hésitez pas, posez vos questions et on essaiera d'y répondre. S'il y a trop de questions, on sera malheureusement contraint à un moment donné par le temps, mais des réponses pourront venir par la suite. Alors, pour démarrer, je vais juste introduire le sujet. Donc aujourd'hui, il s'agit de mesurer de quelle façon est-ce que la data virtualisation pour les intimes DV peut apporter quelque chose sur des architectures de type data hub. Alors, chez Synotis, Synotis c'est une entreprise d'une vingtaine de personnes basée à Lausanne et nous travaillons au quotidien sur la mise en œuvre de projets data pour nos clients. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide qui illustre de façon logique une architecture data hub type que nous proposons aujourd'hui à nos clients et à nos prospects. L'objectif, c'est vraiment de voir sur ce type d'architecture, qu'est-ce qu'une technologie de data virtualisation peut apporter. Et on va peut-être commencer tout de suite par demander à Rénal déjà de nous présenter Denodo, parce que tout le monde ne connaît pas Denodo. Avec plaisir. Denodo, nous sommes donc un éditeur de logiciels d'origine espagnole. C'est important puisque, grosso modo, en fait, notre fondateur était professeur émérite de mathématiques à l'Université de la Corogne. Il a fondé Denodo en 99 et est parti en 2006 aux États-Unis. Ce qui est important dans cette fondation en 99, c'est le fait qu'on ait finalement 20 ans de recherche et développement derrière nous. Alors, comme vous le verrez, enfin, on n'aura pas le temps, mais Denodo est une solution qui est largement reconnue par les analystes. On a près de 850 clients dans le monde aujourd'hui et une distribution, enfin, on a des bureaux à peu près dans tous les grands pays. On est une société qui est profitable depuis 2011 et on fait à peu près 50% de croissance annuelle, ce qui est relativement important et ce qui démontre aujourd'hui que la place de la data virtualisation sur ce marché. Alors, on va discuter ce matin du sujet Data Hub, qui est un sujet qui est central par rapport à notre solution et qui est déterminante souvent dans beaucoup de projets, puisque Denodo, 62% de nos projets sont déployés en moins de 3 mois, 91% en moins de 6 mois, et il y a des bénéfices importants à utiliser la data virtualisation en temps de réalisation des projets, en impact sur les coûts, puisqu'on vise à la non-réplication. Mais je vais laisser mon ami Vincent présenter ça plus en détail. Oui, n'en dis pas trop tout de suite. Donc, ce que je retiens, c'est que création en 2009 et 2 ans après, vous êtes déjà profitable. Non, que 99. On était, non, 99. On est parti en 2006 aux États-Unis. On s'est redéveloppé aux États-Unis pour revenir ensuite en Europe. Mais on a une grosse présence en Europe puisque notre R&D est basé à la Corogne, ainsi qu'une grosse partie de notre marketing qui est à Madrid. D'accord. Donc, ça veut dire que les clients aujourd'hui et les prospects futurs clients qui travaillent avec Denodo travaillent avec une société qui est établie depuis longtemps, avec une vraie force de R&D et qui a, entre guillemets, sur rue depuis longtemps. Voilà, et ce qui, avoir cette spécificité d'être une société avec une double nationalité, ça nous a permis de signer des grands clients comme par exemple la communauté européenne qui déploie largement notre solution. D'accord. OK. Voilà, Alors, et puis juste pour finir, on a signé quelques beaux clients en Suisse romande, tout comme en France. En France, on peut citer par exemple Sanofi, Louis Vuitton,
Suez, Enedis en Suisse, Niagara, GTI et encore quelques-uns. Ok, super. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir un éditeur avec une couverture internationale. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Vincent, tu peux peut-être nous parler de data virtualisation. Qu'est-ce que c'est finalement la data virtualisation ou DV? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que DV? Si je reprends un peu le Data Hub, qu'est-ce que c'est que le Data Hub? Le Data Hub, si on reprend ton schéma d'architecture que tu nous as présenté en introduction, en fait, c'est une plateforme de livraison et de consommation de la donnée. Donc, un Data Hub, ça consiste en quoi? Ça consiste à permettre aux consommateurs de se connecter à toutes les sources de données qu'on voit dans notre écosystème data aujourd'hui. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les années 80, 90, on avait deux ERP à gérer, et puis on construisait un cube ou on construisait un data warehouse, et ça suffisait pour faire de la BI, montrer des beaux rapports, surtout des camemberts, et donc des beaux rapports. Et puis on a vu finalement qu'avec les années 2000, avec l'explosion de l'Internet, l'explosion des réseaux sociaux, le volume de données a commencé à croître de façon exponentielle, ça a explosé, mais pas que le volume en fait. On a eu le volume, on a eu la forme, les formats de données, les nombres de sources de données. Chacun va de son format préféré pour des raisons opérationnelles, de consommation, de partage. Et puis les données, elles sont plus on-premise uniquement, elles sont dans le cloud, elles sont multi-cloud. Et donc, on s'est aperçu que si on voulait tout mettre dans la data warehouse, d'abord, c'était probablement impossible. Et surtout, même si on y arrivait, en termes de coûts de gestion, ça devenait ingérable. Et on pouvait plus contrôler les coûts. Donc, sont arrivées les technologies Big Data. Donc, on s'est dit, Hadoop, Big Data, c'est génial. Ça va nous permettre de stocker énormément à bas coût, de traiter énormément en parallèle avec du machine parallel processing. C'est l'avenir. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ouais, c'est super, ça marche bien, mais l'investissement dans un projet data lake, il est lourd. Les analystes, beaucoup d'analystes disent attention, les projets data lake, faut le prendre avec des pincettes parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans le mur si on n'est pas accompagné par des experts. Donc, faut vraiment se faire accompagner. Et surtout, en fait, quand on crée du data lake, qu'est-ce qu'on fait? On crée de la réplication et on réplique la donnée et on s'aperçoit que la donnée, elle est généralement, elle est répliquée entre 5 et 7 fois avant qu'elle soit consommable, qu'elle soit utilisable. Et en fait, l'idée de la DB, c'est de dire, plutôt que de répliquer cette donnée, plutôt que d'essayer de tout mettre au travers d'un entonnoir, c'est pourquoi ne pas tirer meilleure partie des sources de données et pourquoi ne pas se permettre de se connecter en temps réel aux sources et consommer cette donnée en temps réel et les livrer comme on peut les livrer avec un data lake, comme on peut les livrer avec un data warehouse. Et donc, le principe, c'est de dire, voilà, la data virtualisation, c'est une base de données virtuelle, un logical data lake, un logical data warehouse sur toutes les sources de données dans l'entreprise. Et donc, en fait, Denodo, c'est ça. Denodo, si on prend un schéma d'architecture, c'est une plateforme, merci, c'est une plateforme qui va nous permettre dans un premier temps de se connecter à n'importe quelle source de données. Donc, on sait se connecter à toutes les bases de données relationnelles, toutes les plateformes Big Data, solutions en SaaS, API, fichiers plats. Et ensuite, on fournit un moteur de virtualisation, donc un moteur dans lequel on va développer des modèles virtuels, un modèle logique. Et ce moteur de base de données, puisqu'en fait, on n'est ni plus ni moins qu'une base de données virtuelle, un moteur d'exécution qui orchestre les requêtes sur toutes les sources. Et on livre ces données sous 3 formes, requêtables au travers d'une interface JDBC ODBC et au travers de connecteurs natifs dans vos outils de BI favoris, que ce soit Power BI, Tableau, Qlik,
soit au travers de data service, au travers d'API, REST, JSON, de web service. On expose même les données sous forme de GraphQL. On est la seule solution à exposer en GraphQL nos données ou en GeoJSON. Et un troisième mode d'exposition du modèle qui est au travers d'une interface utilisateur pour les business users, pour les data scientists, qui vont leur permettre, au travers d'un data catalogue opérationnel, d'introspecter les sources qu'ils ont à leur disposition et de pouvoir consommer cette donnée. Donc voilà, c'est ça la DV et c'est ce que propose Delodo. C'est un moteur de base de données virtuelle sans stockage, notre stockage étant les sources. Ok, bah écoute, on a déjà une première question d'un internaute. Et comme je le disais, hein, je veux que la session soit interactive. La question, c'est la suivante. Denodo peut-il consommer des fichiers sur Azure Data Lake, Gen 1 et Gen 2? Alors là, ça devient super technique, mais sur Azure Data Lake, oui. Rapidement alors. Ouais, non, en fait, on consomme des fichiers sur Azure Data Lake, on consomme des fichiers dans AWS, sur S3. On vient d'ailleurs de sortir un nouveau connecteur de fichiers parquet sur S3. Donc, tout à fait, ça fait partie des gros use cases. Et surtout, c'est pas que consommer un fichier, c'est-à-dire que nous, on a de la valeur quand on est multisource. Donc, on va permettre de consommer un fichier sur Azure Data Lake, mais on va pouvoir le croiser avec une source de données qui pourra être Salesforce et une autre source de données qui pourra être votre data warehouse on-premise. Et en fait, ce que va faire Delodo, c'est qu'on va vous permettre de faire une jointure entre tous ces fichiers-là. Et donc, les data scientists n'ont plus besoin de se soucier de là où vient la donnée, mais juste de consommer la donnée qui est disponible dans le modèle virtuel. Et je rajouterais qu'on a un partenariat technologique fort avec Microsoft. On est non seulement un outil d'accélération de la migration vers Azure, mais aussi disponible sur Azure, comme sur AWS et sur Google Cloud. Pardon. Ok. Alors, ces architectures type Data Hub, elles existent depuis un certain temps maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un client décide de mettre en place ce type d'architecture avec une approche data virtualisée plutôt qu'avec une approche classique, puisqu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui sur le marché sur des architectures plus physiques en fait? Je peux prendre la question. En fait, c'est ce que je disais en introduction, c'est l'accès à la donnée en temps réel. C'est-à-dire que quand on veut on sait que la valeur de la donnée décroît avec le temps. Si entre le moment où on doit ingérer une nouvelle source de données et le moment où on a la donnée qui est consommable en bout de chaîne, il y a un delta, que c'est asynchrone et qu'on n'a pas une donnée en temps réel, en fait, on va faire des analyses, on va faire des prédictions sur des données qui sont plus d'actualité, qui sont plus fraîches. Donc, l'accès en temps réel de cette source-là, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est virtualiser les sources de données. Ça nous permet aussi, une architecture de data hub classique, c'est une architecture d'intégration de SI standard où on fait de l'intégration point à point. Donc, demain, l'IT dit, attends, moi, je bouge le data warehouse, j'ai signé un contrat et je passe une partie de mon data warehouse ou je flotte une partie de mon data warehouse dans le cloud. C'est OK, très bien, mais halte là. Moi, j'ai 200 plus applications métiers, j'ai X centaines d'utilisateurs qui vont être impactés. Donc, non, vous y touchez pas. Faut faire des tests de régression. Donc, on rentre dans un tunnel. Donc, c'est vraiment ça, la virtualisation de données, ça vous permet de décorréler le stockage de la consommation. Et donc, en fait, de devenir le chef d'orchestre sans répliquer la donnée pour aller chercher des données là où elles sont, en temps réel. Voilà, ce qui permet même parfois à certains de nos clients de décommissionner des systèmes inopérants tout en continuant de rendre le service à l'utilisateur, voilà, notamment à travers des mécanismes de cache si nécessaire. D'accord. Donc, ce que je comprends dans tes propos, c'est que ça permet d'accélérer en fait. D'accélérer l'accès à la donnée, de gagner en agilité dans la gestion de son système d'information et ça permet quelque part aussi de réconcilier les métiers avec l'IT. Ça permet, c'est magique. ça permet aussi de gouverner l'accès à la donnée, de gérer la sécurité. C'est que là, on n'a plus qu'un seul point d'accès, donc on va pouvoir gérer
et tracer qui accède à la donnée. Donc, on va pouvoir faire de l'historisation des requêtes. On va pouvoir identifier les risques de fraude, par exemple, potentiellement. En termes de reporting, de compliance avec les régulateurs, eh ben, on va pouvoir donner accès à des informations plus rapidement, mais aussi sans répliquer la donnée, en fait. On va être de plus en plus compliant, notamment en termes de data protection. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est le moyen idéal de créer une base de données logique sur l'intégralité du scope data de l'entreprise. Ok, ok. Alors, je viens de voir une question très pertinente. Du coup, ces architectures classiques, on utilisait un ETL, un ESB, on échangeait des données. Tu parlais d'ingestion de données tout à l'heure. Si on implémente une DV à large scale dans son SI, du coup, est-ce qu'on peut se passer d'un ETL? Alors, oui et non. Oui et non, parce que en fait, l'ETL, qu'est-ce que c'est? C'est j'extrais et je load de la donnée, donc en fait, je réplique. Hein. C'est un outil de réplication de données avec de la transformation au milieu. Il y a deux aspects dans l'ETL. D'abord, on fait de l'ETL sur de la donnée que je vais appeler slow moving data, donc c'est de la donnée qui bouge peu. Et il n'y a pas intérêt à systématiquement, à chaque fois qu'on appelle la donnée, à la transformer et on le fait avec un ETL. Donc l'avantage d'un ETL, c'est que généralement, on va faire des gros volumes de transformation et on le fait qu'une fois. On va pas le faire systématiquement. On le fait sur et c'est des transformations complexes. Quand on fait de la DV, on sait faire de la transformation parce qu'on a un moteur de base de données, donc on a des fonctions de transformation. Par contre, nous, on fait des transformations en temps réel à la volée. Donc, on va pouvoir faire de la transformation, mais ça a peu d'intérêt de transformer systématiquement des données qui bougent peu. Donc, l'ETL, moi, je vais le garder sur des gros batchs, sur des flux de données qui bougent peu, et je vais utiliser la DV pour deux choses. Soit pour peut-être faciliter l'intégration de l'ETL, donc pour me mettre en amont. Donc, on va dire que une techno de DV comme Denodo, on sait faire de l'ETL et on sait faciliter la fonction de pipeline sur certains use cases. Après, si tu as un ETL, si tu dois faire un choix entre un ETL versus la DV, il n'y a pas photo. Je dirais aujourd'hui, je vais sur de la DV. Mais par contre, si aujourd'hui, tu as déjà un ETL dans la place, on va faciliter la partie connectivité de l'ETL et puis on va s'appuyer aussi peut-être sur certaines sources qui ont été déjà transformées par l'ETL. Donc c'est complémentaire, c'est vraiment complémentaire. Ok, je pense qu'effectivement, il y a finalement une approche un peu hybride avec quelque chose de plus classique et une approche avec de la data virtualisation. Si je peux me permettre, notre propos, c'est plus venir compléter les solutions de nos clients que de les remplacer. Voilà. On est capable de sourcer un data lake, on est capable, comment dirais-je, de faire un offload d'un data warehouse dans un data lake par problème de performance. Mais voilà, on vient compléter les solutions de nos clients. Ok, alors je vois qu'on a une pluie de questions. Je vais peut-être en prendre une là au hasard. Denodo est-il pluggable avec un outil d'automatisation comme par exemple Axiomatics? Alors, moi personnellement, je ne connais pas Axiomatics. Je ne connais pas. Après, j'entends pardon, c'est un comment? C'est un outil d'autorisation. D'autorisation. Ouais. Je ne connais pas, pour être franc. Donc là, pour le coup, je ne sais pas. À voir. En tout cas, pour la gestion des droits et des autorisations, Denodo s'intègre avec des directories d'entreprise. On a une API en fait pour la gestion des droits. Donc en fait, on utilise un langage qui s'appelle le VQL, qui est le Virtual Query Language. Donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités que celles qu'on va retrouver dans une base de données relationnelle en fait. Donc, à mon sens, oui, on est pluggable. Après, techniquement,
il faut creuser. Il faudrait voir avec cette solution spécifiquement. Quand tu as présenté la partie data virtualisation, alors ça paraît tellement facile, tellement beau, mais tu déportes finalement une partie des traitements sur tes sources de données. Un des risques, c'est pas d'écrouler les performances de ces applications en amont finalement? Oui et non. Très bonne question. Oui et non. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de magie. Donc, quand il y a du traitement à faire, il faut le faire quelque part. Par contre, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est bien d'avoir un consommateur qui est intelligent. C'est-à-dire que si on a un consommateur qui a un outil de BI et qui va se connecter sur un data warehouse ou sur un data lake et qui va récupérer, qui fait un full table scan, qui récupère une table complète, qui bouge au travers du réseau plusieurs centaines de millions de lignes, bon, en fait, c'est pas super performant. Et puis, on va déporter le processing sur le serveur de reporting. Et il te faudra du CPU, de la RAM, du processing à cet endroit-là. Et tu le fais que pour le reporting. Ce qu'on propose avec des nodos, et ce que disait Rénal tout à l'heure, c'est que nous, notre ADN, c'est 20 ans de R&D sur l'optimisation des requêtes dans des systèmes fédérés. Donc, en fait, ce qu'on prend en compte, c'est que on est un moteur d'optimisation de requêtes, donc comme un moteur de base de données, une base de données va tirer meilleure partie de son stockage, que ce soit du tape, du disque ou du SSD ou de la mémoire. On va faire un choix pour une base de données plus qu'une autre pour son optimiseur, son moteur d'optimisation, son moteur de réécriture des requêtes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire les requêtes. On va déléguer aux sources qui peuvent prendre du processing, ce processing-là. On va compenser le manque de processing de certaines sources. Je pense notamment aux fichiers plats. Pas de processing, on va pouvoir s'appuyer sur un cache, une base de données de cache, on va pouvoir s'appuyer sur des outils de machine parallel processing. Donc, en fait, on va vous permettre de tirer meilleure partie des investissements que vous avez déjà fait. Donc, on va pouvoir solliciter le data lake de façon intelligente. On va réécrire les requêtes, déléguer, minimiser le transfert des données sur le réseau, notamment lorsqu'on a des architectures cloud, des architectures multi-cloud. On a un coût qui est ce qu'on appelle le egress cost, qui est le coût d'extraction de la donnée. On va déporter au maximum le processing dans le cloud et pour ramener que les données fédérées. Et donc, en fait, je pourrais rentrer dans des cas techniques, mais réellement, si j'ai un data warehouse où j'ai 300 millions de lignes, j'ai de ventes, j'ai offloadé 3 milliards de lignes, qui est l'historique de mes ventes, qui est dans mon data lake, et j'ai mon référentiel client qui est dans mon data warehouse avec 3 millions de références clients. Si je veux faire l'historique, calculer la somme de mes ventes sur mes 2 dernières années, il faut que je ramène des données qui viennent de mon data lake, qui viennent de mon data warehouse. Un outil de fédération lambda ramènerait 500 millions de lignes. Ce que ferait des nodos, c'est qu'il réécrirait la requête. Il dit, OK, c'est une agrégation par client. Je vais déléguer l'agrégation par client à mon data warehouse parce que j'ai mes clients et mes ventes. J'ai ramené que le montant agrégé, 3 millions de lignes. Et puis ensuite, j'ai une opportunité de faire un mouvement de données sur le data lake, d'activer le MPP. Et puis, je ramènerai aussi qu'un résultat agrégé. Et en fait, dans des environnements de test, alors on pourrait vous le montrer en POC, mais dans des environnements de test où on passe d'un rapport de 10 minutes de temps de réponse sur un outil de fédération standard à moins de 10 secondes avec des nodos. Parce qu'on a réécrit et qu'on a déporté correctement le processing au bon moment sur les différentes sources. Et puis ensuite, on se positionne en protecteur des sources de données, c'est-à-dire que lorsqu'on a une source, je pense une API Salesforce, il ne va pas s'écrouler. Il va juste nous facturer. Plus on fait l'appel, plus ils vont nous facturer. Par contre, ce que Denodo sait faire, c'est que Denodo, c'est gérer des caches incrémentaux et ramener que les données qui ont changé depuis la dernière requête. Et ça va nous permettre de protéger notre source, de gérer notre SLA et de gérer notre contrat. Donc, on est aussi en capacité de protéger la source si la source a peu de capacité de processing pour compenser en gérant le cache, par exemple. Okay, donc, et moi, j'ajouterais, si tu permets, parce que Vincent faisait référence à un POC. Nous, chez Denodo, on aime bien les POC. On a un taux de conversion de nos POC qui est de l'ordre de 82%. Et un POC Denodo fait 4 à 6 jours opérationnellement.
Donc, si certaines personnes de notre auditoire souhaitent tester des nodos, ils peuvent télécharger des nodos sur notre site web, une version limitée, des nodos express, mais aussi nous appeler, Synotis et des nodos pour essayer notre solution avec notre accompagnement. Super. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as très confiance en votre techno, puisqu'avec un taux de transformation de 82%, alors on dit 82 en Suisse. 82. C'est beaucoup, c'est bien, c'est énorme. Donc, tu es en train de nous dire que tester des nodos, c'est l'adopter, quoi. Bah, quasiment. En tout cas, c'est avant de l'acheter, il y a un certain nombre de steps, mais en tout cas, techniquement, on réussit nos POC. Ouais, je voudrais rajouter un point. Enfin, moi, je suis pas vendeur. Hein. J'ai qu'un seul truc à vendre, c'est la roadmap. Mais quand j'ai rejoint Denodo il y a presque 2 ans maintenant, j'ai travaillé dans l'édition de logiciels toute ma carrière. Moi, c'est la première fois, et enfin, ça vient naturellement. C'est la première fois que j'avais un soft sur lequel qui faisait ce qu'il y avait écrit sur la boîte, quoi. C'est-à-dire que tu le mets, ça fait ce que ça dit, quoi. Alors après, c'est un avion. Hein. Il y a plein d'outils d'optimisation, plein de choses à faire. Mais c'est un logiciel qui est super riche. C'est une plateforme qui est super riche et qui fait vraiment qui répond à la promesse. Voilà, c'est donner un Stradivarius à un violoniste. Ok. Alors, du coup, on a parlé de Denodo, on a parlé de data virtualisation, on est sur l'approche de Denodo en termes de data virtualisation sur des architectures type Data Hub. Alors, je crois que vous aimeriez bien nous parler d'un petit cas concret, en fait, et qui, en plus d'actualité, et qui concerne des données autour du Covid-19. Ouais, alors en fait, c'est intéressant ce cas parce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'avec le Covid-19, là, tout le monde, on a tous été pris de court, on a été choqués par la violence de ce qui nous arrivait. Et tout le monde a voulu aider. Donc, si tu es dans le monde des soignants, de l'accompagnement ou même dans les associations, tout le monde essaie d'aider. Et puis nous, à notre échelle, on est des geeks. Comment on peut aider là-dessus? Et on s'est aperçu que déjà, tout le monde essaie de comprendre. Donc, tous les fournisseurs de données sur la planète ont commencé à dire, on met à disposition toutes les données qu'on a et puis consommer gratuitement. Si vous arrivez à trouver des patterns, trouver des modèles intéressants qui puissent aider la recherche ou qui puissent aider à avancer, ce serait génial. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, on a préparé une diapo là, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que sur Internet, tout le monde a mis à disposition toutes ces données. On a des plateformes européennes, on a data.eu, data.gouv.fr, c'est des plateformes qui permettent de partager toutes les données publiques qui sont en open source. On a Johns Hopkins qui mettent à disposition leurs données, on a des données qui viennent des news, et puis en fait, on s'aperçoit que sur l'Internet aujourd'hui, les données, elles sont accessibles facilement, unitairement, mais quand il s'agit de les consommer en temps réel, on a une problématique d'intégration qui est folle. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a, de l'autre côté, on a les utilisateurs, les data scientists qui veulent avoir accès à cette donnée. Et en fait, ils savent pas comment remettre ensemble les pièces du puzzle. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit, OK, on va fournir une base de données logique virtuelle sur n'importe quelle source de données, que ce soit des fichiers plats mis à disposition par data.gouv.fr, que ce soit des flux RSS, des news, que ce soit des données qui ont été mises à disposition par AWS dans leur data lake Covid, que ce soit des API, des bases de données relationnelles auxquelles on a accès, que ce soit le World Health Organization. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des sources de données et puis on les a ingérées, on les a SQL-enablées, on a créé des vues et des tables dans notre plateforme virtuelle. Donc, on a mis à disposition gratuitement un serveur, un cluster Denodo, donc une base de données logique. Et puis, on a exposé ces données-là pour que les internautes puissent y accéder. Donc, si vous allez sur coronavirus.dataportal.com, vous allez être redirigé sur une page qui va vous expliquer comment vous pouvez consommer la donnée. Et puis,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre data catalogue opérationnel plugué sur Denodo. Donc, on va pouvoir aller faire notre shopping, regarder les sources de données qui sont à disposition. Si on veut ramener les données qui venaient de data.gouv ou qui venaient de Worldometer sur les cas et par pays, on va pouvoir ingérer le fichier directement. Mais aussi, on a donné une interface JDBC, ODBC requêtable. On a donné une interface avec des API REST-JSON pour que les internautes puissent créer leurs propres applications. Et on est encore allé même plus loin, c'est qu'on a créé une version Denodo Express spécifiquement pour le Covid, sans aucune limitation. Donc, puisqu'en fait, on a une version de Denodo qui est une version open source qui s'appelle Denodo Express, qui permet, si on veut adopter la solution d'utiliser Denodo avec quelques restrictions gratuitement. Là, on a donné une version de Denodo Express sans aucune restriction pour pouvoir appairer nos sources de données et peut-être utiliser des sources qu'on aurait en local ou qu'on aurait des sources commerciales qui seraient pas publiques. Et donc ça, c'est cette architecture-là qu'on a mise en place. Et on est dans un mode collaboratif puisqu'on a voulu être un data hub collaboratif à l'échelle de l'Internet où les consommateurs peuvent suggérer à Denodo l'intégration de nouvelles sources de données. En fait, on est dans un cercle vertueux où lorsqu'on a une nouvelle source de données qui est suggérée, on va l'intégrer, on va la mettre à disposition virtuellement dans notre plateforme et les autres internautes pourront aussi en bénéficier. Voilà, c'est l'approche qu'on a eue. Donc, on a créé un Logical Data Hub sur les données Covid et ça a vocation pendant les mois à venir à être enrichi. Ok, donc ça, c'est finalement la contribution de Denodo à cette lutte contre le Covid-19. Donc, si j'ai bien compris, vous avez créé et mis en place ce Logical Data Hub rapidement, parce qu'on sait que c'est arrivé très, très vite. Et vous avez mis à disposition d'une population scientifique, essentiellement, des données liées au Covid-19. On a mis essentiellement les expositions scientifiques, mais pas que, parce qu'en fait, on ingère aujourd'hui des données commerciales, des données business, puisque aujourd'hui, l'activité économique a besoin de calculer l'impact qu'aura le Covid. Donc, regardez, donc on injecte aussi des données business. Effectivement, on l'a fait très, très vite. C'est-à-dire qu'on a mis en place la plateforme, en moins d'une semaine, on a mis en place la plateforme. Et au fil de l'eau, on rajoute des data sources et elles sont consommables au fil de l'eau. Donc, on est toujours dans un cercle vertueux. Et après ce call, je vais rajouter quelques sources de données encore et qui seront consommables tout de suite. Donc, c'est un bon exemple. Mais surtout, si on veut tester la plateforme, on va sur le site web, on a les logins et puis au moins on aura accès au data catalogue opérationnel. On peut voir les sources de données qui sont là et bien on peut même se connecter avec nos propres outils de BI et utiliser un Power BI et un connecteur natif dans Power BI sur Denodo. Et il y a cette plateforme-là qui est disponible. Donc on peut le tester tout de suite. Et Power BI, Power BI, Tableau, Click accéderont finalement au même business view, aux mêmes vues canoniques définies dans Denodo. Et les données qui changent en temps réel, vous allez les voir directement en temps réel sur votre tableau de bord. Pour ceux que ça intéresse. Alors, tu as parlé à l'instant de catalogue de données opérationnel. J'ai une question d'un des participants. Le data catalogue est-il customisable entre parenthèses, champ obligatoire, liste de références, tag, etc. Oui, alors oui. Et en fait, nous, notre vision du data catalogue, c'est que c'est pas uniquement du documentaire. C'est-à-dire que, je disais, c'est opérationnel. C'est-à-dire que ce que je modélise dans le métamodèle de Denodo, c'est instantanément documenté dans l'interface graphique dans ce data catalogue. Ce qui permet de dire que si je change une source instantanément, je vais le voir réfléchir. Je peux consommer directement à partir du data catalogue. Et le data catalogue, c'est une plateforme de collaboration. C'est un forum de consommation de la donnée où les utilisateurs vont pouvoir venir et mettre leur feedback sur la qualité de la donnée, sur une source plus ou moins fiable. Et effectivement, on a la possibilité de créer des champs supplémentaires, des tags additionnels, puisque sinon, on n'aurait qu'une documentation au niveau de la source et puis au niveau de la colonne. Mais on a la possibilité de créer des liens. D'ailleurs, on peut même référencer sur des data catalogues d'entreprises comme Colibra ou comme IBM Data Governance. D'ailleurs, Colibra a créé un Galaxy, Zina, pour gérer nos données.
Mais donc, c'est collaboratif. Et en plus, notre version 8, donc là, je deviens vendeur. Notre version 8 qui sort en bêta normalement la semaine prochaine et qui sera GA d'ici l'été, va amener des nouvelles versions de ce data catalogue avec un aspect plus collaboratif et une expérience utilisateur autour de cette consommation de données qui va être accentuée. Donc, c'est vraiment notre vision, dire pouvoir permettre de documenter au maximum le mode de consommation de la donnée. Ok, donc j'ai bien compris que vous aviez un catalogue de données plutôt opérationnel, que vous aviez la possibilité d'interfacer celui-ci avec des autres solutions du marché, plus pure player dans le monde du data catalogage, Déclaratif, ouais. Data Galaxy, Zinea, que tu as cité, hein, Reynald. Alors, il va nous rester assez peu de temps. Alors, du coup, on va malheureusement, enfin, il y a encore pas mal de questions, mais il y en a une qui me brûle un peu les lèvres et qui s'adresse à toi, Reynald. J'ai un des participants qui me demande quels sont les concurrents de Denodo, en fait, et entre parenthèses, s'ils existent. Alors, oui, alors, on a quelques concurrents. Après, le monde de la data intégration et du data management, c'est un vaste univers. Mais pure player data virtualisation, on a un principal concurrent qui s'appelle Tipco Software, qui a racheté en fait une solution chez Cisco qui s'appelle Cisco Data Virtualisation, qui était déjà un rachat. C'est notre principal concurrent aujourd'hui qu'on rencontre sur le marché. Après, il y a quelques petits acteurs, mais qui ont des usages plus spécifiques, type Dremio, c'est plutôt de la data virtualisation autour d'un data lake, Data Virtualité, qui est un petit player allemand. Aujourd'hui, véritablement, nous, on est un pur player de la data virtualisation. On est le seul, je pense, éditeur, enfin, on est le seul, j'en suis sûr, éditeur au monde à effectivement utiliser la data virtualisation pour faire la data intégration. Et voilà, et 100% de nos investissements se font autour de la solution des données. C'est notre point de différence principal. Ouais, si je peux rajouter, voilà, on a des concurrents. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Et comme disait Reynald, on est pure player. Donc, nous, on a une équipe de R&D de plus de 80 personnes qui sont dédiées à développer et à faire évoluer notre plateforme. Toute notre R&D, le gros de la R&D est à la Corogne en Espagne. Il n'y a pas de R&D en Inde ou sous-traité. On le fait tout nous-mêmes. Quand on regarde les autres éditeurs, faut aller leur demander s'ils ont vraiment une roadmap ou pas. Effectivement, c'est des SQL Engine sur des data lake, on vient du monde de l'intégration. Et puis, donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Et puis nous, on a vraiment une vision où on est autour d'une plateforme de livraison de consommation de la donnée. Et il y a plein d'autres sujets. Il n'y a pas que le sujet, allez, je virtualise la base de données relationnelle. Parce que quand on commence à regarder, quand on commence à parler de streaming, d'objets connectés, quand on va commencer à parler de edge data processing, comment on fait et là, c'est des sujets où on a une roadmap, on a une vision, on peut accompagner les clients là-dessus. On va peut-être pas le retrouver chez les autres éditeurs. Donc, si on cherche une solution pour virtualiser une seule source de données, bon, bah, il y en a plein, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Par contre, si on a une roadmap autour de la consommation de la donnée, c'est voilà, on est prêt. Après, pour reboucler, je pense que c'est l'évaluation. Il faut tester des nodos et des autres solutions. Nous, on est confiants, on est une super techno. Voilà. Bon, en tout cas, vous en parlez comme deux passionnés et effectivement, on a le sentiment que pour pouvoir l'adopter, il faut déjà le tester et si on le teste, on a de grandes chances de l'adopter. Ah oui, on a même des clients, qui utilisent, enfin, on a signé des clients qui ont juste utilisé notre version express open source et qui nous ont appelés, qui nous ont demandé, ben voilà, on a essayé, c'est bon, on achète. Oh, bon. Donc voilà, la vie est belle. Mais t'as un boulot trop facile, Reynald. Pas tout à fait, mais faut gérer la demande. Bon, après, on a des questions sur le coût des nodos. Est-ce qu'on peut évoquer la nouvelle version, etc. Il nous reste assez peu de temps, en fait, hein, finalement, pour aborder ces sujets-là. On pourra peut-être prendre ces questions offline. Voilà, exactement. Donc, ça répond du coup à une autre question. Les coordonnées des trois intervenants vous sont communiquées juste à la fin de cette présentation. Alors, on va peut-être passer à plutôt une phase de synthèse.
J'aimerais qu'on fasse un peu le parallèle. On s'est permis de préparer cette planche, évidemment. Je vous ai montré au début l'architecture type logique d'un data hub pour Synotis. On aimerait vous montrer un peu comment on transpose ça dans un monde des nodos. Ah. Ouais. Alors déjà le premier point, le plus à gauche, le premier souci, c'est l'intégration. Donc on parle de technologie d'intégration. Je pense que la démonstration a été faite qu'on sait se connecter. Donc je peux passer à l'animation. On sait se connecter à peu près à toutes les sources de données. Donc Denodo va être très bien positionné sur la partie intégration de la donnée. Tu peux passer la diapo Alors, j'ai un petit souci là, du coup, j'arrive pas à lancer la diapo. Vous la voyez, mais vous voyez pas l'animation, c'est ça? Ouais, exactement. Suivant. Tout à fait. Bon. Est-ce que c'est mieux? Non, mais là, non, là on est sur la précédente. C'est la précédente. Et là? Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on va pas prendre les diapos et puis mais en fait, ce que je voulais dire, c'est sur la partie intégration, effectivement, on sait se connecter à n'importe quelle source de données, donc on va vraiment faciliter l'intégration et on va quelque part SQL enabler n'importe quelle source de données. Ensuite, sur la partie transformation, processing de la donnée, tout ce qui est traitement, en fait, nous, on va matérialiser un minimum de données. Donc, on va pas être dans la réplication, mais on va plutôt être dans l'orchestration des requêtes sur les différentes techniques, sources ou technologies de stockage. Plus, on va implémenter du cache quand ce sera nécessaire, ou on va implémenter des appels à du machine parallel processing. Sur la partie livraison de la donnée, donc accès à la donnée, on va vraiment se positionner dans cette couche livraison de la donnée et on va voir sur l'accès à droite de votre écran qu'on va livrer la donnée requêtable, JDBC, ODBC, connecteur dans les outils d'analyse. On va mettre à disposition des data services. Donc, pour tout ce qui est API management, si on veut API enabler les organisations, le nerf de la guerre, c'est la data. Donc, c'est les data services. Nous, on va être capable de fournir des data services. En GraphQL, on va être capable de minimiser le nombre de corrélations et d'appels API aussi. Et puis, au travers du data catalogue opérationnel, on va être sur la partie introspection, livraison de la donnée. Donc, on va couvrir une partie de cette livraison de la donnée. Voilà. Techniquement, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Oui, désolé pour le petit loupé avec les slides, du coup. Alors, peut-être un mot de fin pour toi, Reynald, avant que je passe à la conclusion. Oui, si tu veux, je peux peut-être résumer un peu notre proposition de valeur. Ce dont on a voulu commencer de vous parler ce matin, c'est effectivement d'une plateforme de data gouvernance et de manipulation et d'accès à la donnée, qui nous permet de faire essentiellement de l'intégration. Vincent a cité tout à l'heure le fait qu'on allait réconcilier finalement l'IT et le business. Et je pense que c'est un petit peu le rôle d'un data hub et notre solution est une sorte de data hub universel puisqu'on est capable de fournir effectivement un data layer un petit peu unifié. On favorise et on pousse le real-time, on amène énormément d'agilité, de simplicité dans ces développements. Et puis, j'espère qu'on aura compris qu'on cherche, nous, à travers cette solution de data abstraction, à minimiser la réplication, même si on n'est pas contre la persistance, et à travers notamment l'utilisation de mécanismes d'optimisation sophistiqués. Alors, il y a un aspect data gouvernance, mais qui reste aujourd'hui opérationnel. Et puis, il y a un point dont on pourrait rediscuter, c'est qu'effectivement, Denodo est un élément qui apporte de la sécurité et qui améliore la gouvernance. Et puis après, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on a plein de use cases sur la partie data consommation, Agile BI, autour de la data science, du Customer 360. Et on est massivement utilisé aujourd'hui par les équipes IT pour créer effectivement, comme le disait Vincent, des projets autour de Logical Data Warehouse, Logical Data Lake, et aussi sur des projets de data migration. Vous avez des vieilles instances cyber à migrer vers Salesforce, vous allez faire converger les différents métamodèles vers un unique, c'est des nodos encore.
Et puis, ce qui est intéressant avec Denodo, c'est notre capacité aussi à payifier, mais aussi à SQLiser tous les systèmes sources. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant aujourd'hui pour accélérer effectivement la mise en perspective de data vers les populations de business users. Ok. Alors, ça coupe dans 30 secondes. Juste peut-être un petit mot pour la fin. Merci d'avoir assisté à cette séance. Elle a été enregistrée. Alors, je suis désolé pour les petits problèmes techniques. En fin de séance, j'ai pas réussi à re-switcher sur caméra. Je vais remercier les intervenants, donc Reynald et Vincent, pour la pertinence de vos propos et surtout la clarté. Les présentations seront envoyées ainsi que les coordonnées de l'ensemble des intervenants. Merci de ton accueil et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.